chers collègues, chers étudiants, chers membres de la Société québécoise de droit international, chers amis, merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans un très beau lieu. Avant de commencer la présentation, je me présente à vous. François Roch, je suis professeur de droit international public à l'UQAM et surtout vice-président de la Société québécoise de droit international. Et c'est à ce titre-là que je vous accueille à la Cour d'Appel pour l'édition 2019 de la conférence Maximilien Bibeau. Petit sondage rapide. Qui se souvient qui était Maximilien Bibeau? Je vais le dire dans le début de la conférence. Ah, je vous vois le podcast. Comme on dit, je ne vais pas vous spoiler. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir pour la conférence Maximilien Bibeau, qui est une conférence annuelle qui est donnée depuis des années. C'est le professeur Daniel Turk qui avait créé cette conférence-là il y a plusieurs années, je crois peu de temps avant la fondation de la Société québécoise de droit international en 1982. Donc, la conférence Maximilien Bibeau est une des plus vieilles activités de la Société québécoise de droit international avec la Revue québécoise de droit international que j'ai le plaisir de diriger depuis plusieurs années. Nous avons l'occasion cette année de recevoir une grande dame du droit international, la juge Michèle Rivet, qui nous fait l'honneur cette année de donner la conférence Maximilien Bibeau. Normalement, il est d'usage de faire des présentations détaillées, de revenir sur toute la biographie de la conférencière, mais comme il y a une autre étape dans notre soirée, on a un cocktail et qu'il y aura des éloges qui vont être prononcés, je vais me garder de vous faire la présentation détaillée de son CV, donc on garde ça pour plus tard. J'ai eu le plaisir de rencontrer la juge Rivet une fois en 2004, si ma mémoire est bonne. On avait organisé en 2002, votre mémoire est meilleure que la mienne. Et en 2002, je n'avais pas de cheveux gris, j'avais pas besoin de lunettes pour lire non plus, donc on était à une autre époque. J'étais jeune étudiant et déjà à cette époque-là, j'ai été marqué par le colloque qui avait été organisé, j'avais été marqué par votre prestance et j'ai toujours été impressionné comme internationaliste par la façon dont le Tribunal québécois des droits de la personne, et notamment vous, à titre de président, avez réussi à mobiliser le droit international public. Pour rappel, on vit dans une tradition qui, comme vous le savez, sur le plan constitutionnel, une tradition dualiste. Les traités ne peuvent pas être invoqués directement devant nos tribunaux, mais pour ce qui est de la coutume internationale, on est dans une tradition moniste. Et je pense qu'avec le recul, on se rend compte d'une chose, c'est que le Tribunal québécois des droits de la personne a joué un rôle quand même important en ce qui concerne la mobilisation du droit international conventionnel et du droit international coutumier devant les tribunaux québécois et canadiens. Donc, c'est un immense honneur pour moi, le titre de vice-président, de céder la parole à notre conférencière pour l'édition 2019 de la conférence Maximilien Bibeau. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous invite à rester les nôtres après la conférence, évidemment, pour le deuxième volet de notre soirée. Comme ça, vous allez mettre plus bas. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon. Alors, Madame la Présidente de la SQDI, Geneviève Dufour, Monsieur le Président François Roch, Mesdames, Messieurs, juges, avocats, professeurs, chers parents, chers amis, et mon cher Monsieur Garlandini, Alberto Garlandini, vice-président du National Council of Museum, qui nous fait le privilège d'être avec nous à Montréal pour 2 jours. Et on s'est entendu, M. Garlandini, vous avez accepté, vous vous souviendrez, de dire 2 ou 3 mots à la période de questions pour nous présenter l'International Council of Museum. On compte vraiment sur vous. Tout d'abord, je voudrais vous dire toute ma joie de m'adresser à vous ce soir, et je tiens vraiment à remercier la SQDI. C'est un privilège de donner cette conférence Maximilien Bibeau dans la foulée de plusieurs grands internationalistes qui m'ont précédé. Et là, je vais avec Maximilien Bibeau. Le professeur François-Maximilien Bibeau, qui est né en 1823 et qui est mort en 1887, il a été le premier professeur de droit du Bas-Canada. Il a enseigné le droit à partir de 1851 et il abandonna l'enseignement en 1867. Mais quand on regarde dans le dictionnaire biographique du Canada, c'est extrêmement intéressant de voir la note biographique, qui d'ailleurs a été écrite notamment par André Morel, et nous qui sommes ici, nous avons évidemment le plus grand respect pour le professeur André Morel. C'est un privilège, c'est un honneur aussi, que de me retrouver dans cet édifice patrimonial, l'édifice Ernest Cormier, que la Cour d'appel occupe maintenant depuis 2005. Cet édifice fut construit entre 1922 et 1926 selon les plans notamment de l'architecte Ernest Cormier.
Il s'agit d'ailleurs du premier contrat d'importance pour Ernest Cormier, qui était alors tout jeune. Peu après son décès en 1980, son nom est donné à l'édifice pour marquer l'importance de cet architecte dans la société québécoise. Ernest Cormier, il nous suffit de penser à l'université, au pavillon central de l'Université de Montréal, qui s'appelle maintenant le pavillon André-Beaupré, qu'il suffise de penser aux portes du siège des Nations Unies à New York, ou qu'il suffise enfin, parce qu'on pourrait passer là ou la demi-heure à parler d'Ernest Cormier, qu'il suffise enfin de penser à l'édifice de la Cour suprême du Canada, qui a été construit entre les années 38 et 40. Si c'est un privilège, si c'est un honneur, je dois vous dire que c'est surtout un plaisir de vous parler un tout petit peu de ce qui fut, de ce qui est toujours ma passion, la nécessaire référence au droit international. Nous vivons dans un village global, nous sommes les citoyens du monde. Près de 30 ans déjà se sont écoulés depuis la création du Tribunal des droits de la personne du Québec. Je ne parlerai ici avant tout que des 20 premières années, celles où j'y fus directement impliquée. Je veux souligner d'ailleurs la présence de l'honorable Anne-Marie Jones, qui est la présidente actuelle du Tribunal des droits de la personne. Merci Anne-Marie d'être ici ce soir. Je voudrais aussi ce soir vous faire partager comment nous avons vécu, toute l'équipe du tribunal ensemble, ces années que je qualifierais de grande fébrilité. Et puisque l'heure est maintenant à l'environnement, je traiterai très rapidement de 4 points. Le premier, l'air du temps. Le deuxième, l'atmosphère du tribunal. Le troisième, la biosphère, l'écosystème du tribunal. Et enfin, le quatrième, le développement durable. Tout d'abord avec l'air du temps. Je me permets quelques rappels, bien que je suis certaine que ce sont toutes des notions qui vous sont familières. Le Tribunal des droits de la personne du Québec a été créé en septembre 1990 par amendement apporté à la Charte des droits et libertés de la personne. Cette dernière, Charte des droits et libertés, s'inspirant à plusieurs égards de la Convention européenne des droits de l'homme. Les dispositions sont entrées en vigueur le 10 décembre 1990. Le 10 décembre. Le législateur indiquait ainsi clairement au tribunal son devoir de prendre en compte le droit international. Le 10 décembre, nous le savons tous, il s'agit de la date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ainsi arrimé à la pensée internationale, le tribunal se situait donc dans la foulée des 2 pactes et des conventions internationales en matière des droits de la personne. Notre chemin était tracé. D'ailleurs, le juge en chef du Canada, le très honorable Brian Nixon, quelques 3 ans auparavant, avait ouvert la voie. Il établissait la place du droit international des droits de la personne dans l'interprétation des chartes en droit interne dans le renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act, et je cite, « Les diverses sources du droit international des droits de la personne doivent, à mon avis, nous dit le juge en chef, être considérées comme des sources pertinentes et persuasives quand il s'agit d'interpréter les dispositions de la Charte. » Pour nous, au Tribunal des droits de la personne, nous avons assez rapidement fait fi de l'insoluble question du dualisme, c'est-à-dire de l'obligation pour le législateur d'incorporer en droit interne les normes internationales, ces dernières à quelque portée. Il faut dire d'ailleurs que depuis l'adoption de la Charte canadienne, cette théorie du dualisme avait perdu quelque peu de sa rigidité, avait laissé place peu à peu une certaine ouverture. Mais cette opinion du juge en chef Dixon, selon laquelle les normes internationales sont considérées comme des sources persuasives et pertinentes, c'est devenu pour nous très rapidement la pierre angulaire de toute notre réflexion en droit international. Nous avons évidemment tenté, parce que ce que je vous dis là, je ne suis pas certaine qu'on a réalisé ça. Moi, quand j'écris, il me semble qu'on a essayé de faire ça. Mais vous savez, entre ce qu'on a essayé de faire et ce qui s'est passé, il va y avoir une grande différence. Mais je vous dis au moins ce que nous avions dans notre tête et ce qu'on essayait, plus ou moins heureusement, de traduire dans nos textes, dans nos décisions. Nous avons donc ainsi aussi interprété la Charte québécoise avec des principes d'interprétation large et généreuse qui s'appliquent nécessairement pour l'analyse d'un texte de nature quasi constitutionnelle, comme les tribunaux supérieurs l'ont rapidement reconnu, non seulement en raison de sa primauté sur l'ensemble des lois du Québec, mais également en raison même de son objet. La Charte va recevoir une interprétation
Il reflète l'importance des droits fondamentaux qui y sont prévus. C'était donc l'air que nous respirions au tribunal. Mais quelle était donc l'atmosphère du tribunal? Et c'est mon deuxième point. Dire que l'atmosphère était fébrile, c'est un euphémisme. Et ça ne traduit pas toute l'intensité et la profondeur, me semble-t-il, du travail que nous essayons de faire. Je tiens à répéter et à mettre en exergue ici combien le « nous » est important. Nous étions une équipe, soudés le plus possible, tricotés serrés, juges, assesseurs, avocats du tribunal, recherchistes. Nous étions un orchestre où chacun avait le devoir de bien jouer sa partition. Nous discutions fermes, on se souviendra de certaines discussions, dans un esprit, je pense, de grand respect. Nous étions studieux. Nous étions jeunes, il y a presque 30 ans, nous étions convaincus que nous pouvions peut-être, un tout petit peu, en finale, faire la différence. Mais comment y arriver si tant est que nous y soyons arrivés? J'aborderai ici deux aspects. Le premier, les coulisses, l'arrière-scène, et le deuxième, l'avant-scène, les décisions rendues. L'arrière-scène. Dans un livre publié chez Brûlant en 2012, Liber Amicorum Peter Leprecz, en fait, tout simplement dit, des mélanges en l'honneur de Peter Leprecz, mélange auquel d'ailleurs la SQDI a participé, nous avons, maître Manon Montpetit, on s'en va, et moi, repris quelques éléments de l'approche adoptée par le tribunal des droits de la personne dans la prise en compte du droit international. Je dirais d'entrée de jeu que les tout débuts de la vie du tribunal, qu'au tout début, de la vie du tribunal, s'est fait sentir l'urgente nécessité de formation de tous les membres, que ce soit d'ailleurs en droit interne comme en droit international. William Chabas, Daniel Turp, Daniel Bou furent parmi nos tout premiers professeurs. Très tôt, Peter Leprecz est aussi très activement impliqué dès son arrivée à Montréal. Plusieurs autres professeurs, j'en vois ici, quelques-uns se sont joints au fil des ans. Je vous salue tous et je tiens vraiment à vous dire merci. Toutes ces formations s'inscrivaient, soit dans le cadre de réunions mensuelles, ou soit dans des sommets que nous tenions 2 fois par année, alors qu'une demi-journée était consacrée exclusivement au droit international. En s'assurant de la présence d'éminents professeurs ou d'experts de droit international et des droits de la personne, il nous semblait que le tribunal facilitait ainsi, à travers un droit interne en droit de la personne dont nous apprenions à mesurer toute l'ampleur, je répète, dont nous apprenions à mesurer toute l'ampleur, la reconnaissance de l'altérité du droit international, mais aussi de ses fondements dont découlent essentiellement les normes de droit interne. Une reconnaissance qui marque l'ouverture des systèmes de droit et atténue les frontières entre le dedans et le dehors. Mais comment définir la norme internationale? Quel rang lui donner dans la hiérarchie des sources de droit? S'agit-il des traités? S'agit-il des pactes? S'agit-il des conventions signées et ratifiées? S'agit-il des observations des organes de surveillance des uns ou des autres? C'est à toutes ces questions, que nous avons été amenés à réfléchir. Par ailleurs, on est toujours à l'arrière-scène. Dans un premier temps, les formations, et on les a voulu assez nombreuses pour être à la hauteur du mandat que nous avions. Mais par ailleurs, la Charte québécoise prévoit aussi que le président ou la présidente doit favoriser la concertation des membres sur les orientations générales du tribunal. Au cours de notre mandat, en 2001, c'est parce que c'est toute l'équipe du tribunal, j'y tiens, ce que je dis ce soir, c'est pas du tout Michel Olivet qui parle ex cathedra. Non, j'essaie de vous transmettre un peu ce qu'était, à l'époque où j'étais, ce que nous faisions ensemble, tous ensemble au tribunal. Donc, au cours de notre mandat, je reprends, en 2001 et 2006, nous nous sommes livrés à cet exercice. Les orientations générales du tribunal d'alors énoncent expressément que les textes internationaux font partie du contexte d'énonciation de la Charte dont ils ont inspiré le contenu, et qu'à ce titre, ces textes demeurent des sources d'interprétation importantes. Ces orientations font référence à plusieurs reprises au contexte international dans lequel se situe la Charte et le tribunal, tant dans le préambule des orientations, de même qu'en l'article 1.4 qui se lisait alors, s'inscrivant
dans l'esprit du mouvement international contemporain des droits de la personne, et je cite l'actionnement, la Charte interprète à la lumière des textes internationaux, sources pertinentes et persuasives. Sources pertinentes et persuasives, ça revenait pour nous constamment, et ça mettait finalement, ça enlevait toute barrière qui aurait été posée par quelques internationalistes absolument désireux de promouvoir la théorie du dualisme. Bien, ça c'était l'arrière-scène. L'avant-scène maintenant, les décisions du tribunal. Dès la toute première décision du tribunal en 1991, en matière d'intégration scolaire, le tribunal a pris en compte le droit international, pris en compte d'ailleurs confirmé par la Cour d'appel. Lorsqu'elle analyse le droit à l'intégration en classe régulière, qui est l'article 40 de la Charte québécoise, la juge Rousseau, parlant au nom de la Cour, débute son analyse en étudiant la question de la reconnaissance du droit à l'instruction publique gratuite et, en tout premier, les prescriptions du droit international, reprenant ainsi les principes élaborés dans la décision de première instance. Pendant les 20 premières années du tribunal, plus de 65 décisions ont analysé les normes du droit international appliquées au cas sous étude. J'en ai souligné quelques-unes en 2015 dans le livre 25 ans en matière d'égalité, publié aux éditions du Montblais, alors que le tribunal des droits de la personne, sous la présidence de l'honorable Anne-Marie Jones, qui est ce soir, organisait un colloque pour souligner ce 25e anniversaire. La décision Commission des droits de la personne contre Ville de Laval, rendue en 2009, résume pour l'essentiel, me semble-t-il, la façon dont le tribunal avait jusqu'alors cherché à situer, dans le cadre de son analyse, la disposition ou les principes du droit international qui constituent les fondements même de l'adoption de dispositions protectrices similaires à la Charte québécoise. Et là, je me permettrai, vous êtes des internationalistes, donc vous allez m'écouter avec indulgence, je vais parler de droit international, mais je voudrais quand même vous citer, ils sont assez courts. Il y a quand même 4 paragraphes qui sont assez courts de la décision de 2009 qui, à notre sens, capsulait un peu comment nous envisageons, comment nous voyons le droit international. Et, je vous permettez de citer, la protection contre la discrimination dans le cadre de l'emploi, et plus particulièrement en ce qui concerne l'égalité salariale, telle qu'énoncée aux articles 16 et 19 de la Charte, s'inscrit dans un contexte international d'affirmation, de protection et de promotion des droits et libertés de la personne. L'incorporation de ces articles dans la Charte démontre la volonté exprimée sur le plan international de mettre un terme aux pratiques discriminatoires en matière de conditions d'emploi et de traitement salarial. Là, je suis rendue au deuxième paragraphe. La référence explicite aux normes internationales pertinentes lors des travaux préparatoires à l'adoption et à la modification de la Charte, ainsi que la présomption de compatibilité du droit canadien aux obligations internationales du Canada, nous indique qu'il convient d'examiner les normes pertinentes du droit international avant d'examiner le droit interne québécois ou canadien. Même si les... Troisième paragraphe. En fait, il y en a juste 3. Même si les instruments internationaux de protection n'ont pas comme tel un caractère contraignant, ceci ne doit pas faire obstacle à la prise en compte des valeurs, des objectifs et des standards qui sont inscrits lorsqu'il s'agit d'interpréter les dispositions de la Charte. Bon, et là, je vais donc de faire un bref survol. Voilà. C'était comme ça que nous envisageons le droit international. En 2011, cependant, la décision du tribunal est infirmée par la Cour d'appel et, si je puis me permettre de faire un commentaire maintenant, je ne suis plus juge. Je pense que je suis juge depuis maintenant 9 ans, donc peut-être de faire un commentaire. Nous aurions vraiment aimé au tribunal des droits de la personne, bon, on préfère toujours être confirmé en cour d'appel, c'est certain, mais être infirmé, sans doute la cour d'appel avait-elle raison, mais non, on aurait vraiment aimé que la cour d'appel nous dise quelque chose sur le droit international. Ça n'a pas été le cas. De 1990 à 2010, l'utilisation des normes internationales par le tribunal s'est donc développée, enrichie et raffinée. Mais le recours à ces normes a toujours été à parfaire, notamment lorsqu'il s'agit de mesurer comment et jusqu'à quel degré ces normes peuvent influer sur le processus décisionnel lui-même. L'exercice fascinant a toujours, reconnaissons-le, été difficile à bien mener. Le rôle du juge s'appropriant le droit international a donné lieu à plusieurs analyses par les professeurs de l'université. Nous avons lu et relu avec grand intérêt les textes magistraux, René Pauveau, Armand Mestral, François Crépeau et d'autres, bien sûr.
Certains sont d'ailleurs repris dans l'hommage que nous avons rendu à Peter Drucker. Voilà pour l'atmosphère. Nous en sommes maintenant à la biosphère, à l'écosystème. Mon troisième point. Pendant toutes ces années, le tribunal a aussi cherché à s'impliquer dans la société québécoise en amont, et ce, dans le respect des principes d'indépendance, d'impartialité et avec la réserve judiciaire qui s'impose. Je mentionnerai, mais vraiment à titre d'exemple seulement, à titre d'illustration, devrais-je plutôt dire, je mentionnerai l'implication du barreau du Québec et du tribunal des droits de la personne dans l'organisation de colloques qui ont donné lieu à des publications aux éditions Edmondais. Vous avez mentionné, M. le professeur Roch, le colloque. Il y a 2 textes qui ont été publiés dans la Revue québécoise de droit international en 2002. Mais le colloque, et je n'ai pas été capable de retrouver de données sur le colloque lui-même, je sais notamment qu'il avait été, que nous avions reçu comme invité d'honneur, le président de la Cour interaméricaine, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on s'est rencontrés pour la première fois et qu'on a continué à se revoir. Donc, premier colloque 2002, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant de voir que c'est en 2002. Parce que de 1986 à 2000, on essaie de comprendre, on réfléchit, on continue à réfléchir après, mais on est au point A. Donc, on n'a vraiment pas du tout de temps pour penser à peut-être travailler avec les universitaires, avec le barreau du Québec, en amont. En amont, c'est-à-dire au niveau des principes. On travaillait vraiment en aval, c'est-à-dire à l'interne, en se faisant le tête, et en rendant nos décisions. Donc, en 2002, finalement, on commence à mesurer l'importance, on le mesurait avant, mais on n'était pas capable de le réaliser, on réalise des colloques avec le barreau du Québec. Et en fait, je fais référence ici à 3 colloques qui ont été également publiés par les éditions Edmondais. Le premier en 2005, la Charte des droits et libertés de la personne, pour qui et jusqu'où. C'était notamment, on a abordé au niveau international la perspective des instances juridictionnelles. En 2007, l'accès direct à un tribunal spécialisé en matière de droit à l'égalité. Encore un colloque de 2 jours. L'urgence d'agir au Québec. On a étudié notamment lors de ce colloque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au tribunal et les réflexions du Comité des droits de l'homme des Nations unies. Enfin, mars 2010, également un colloque de 2 jours, race, femmes, enfants, handicap, les conventions internationales et le droit interne à la lumière des enjeux pratiques du droit à l'égalité. Et dans ce dernier volume, c'était publié aux éditions, dans ce dernier volume de 536 pages, plusieurs communications traitent du droit international et je pense qu'elles sont encore très intéressantes, ces communications, à venir. Tout au long de ces années, la prise en compte du droit international nous a fait réaliser que le juge transcende ainsi les frontières et devient un citoyen du monde. C'était d'ailleurs le thème que j'avais abordé lors d'un colloque du tribunal en 2005 entre stabilité et fluidité, le juge en but de valeur, dans lequel je traitais de la participation du juge national à l'élaboration de la norme internationale. En 2008, René Provost, dans un texte que je qualifie de magistral, Judging in Splendid Isolation, si je me souviens bien, c'était publié dans le McGill Law Journal. Et je cite, si vous me permettez, je cite René Provost, un très court extrait. Unfortunately, however, the reality of the international dimension of the judicial function in Canada seems absent from the paradigmatic vision judges have of themselves. That said, jurisprudence signals an evolution which is noteworthy. It calls upon judges to reconceptualize themselves as one of the elements of the state, as one of the elements of the state in international law, capable not only of entering into continuous exchanges with other foreign or international institutions, but also as one of the points that but also as one of the points that tie Canada to the international community. Et je trouve que cet aspect-là du juge qui fait partie finalement du juge qui est vraiment le citoyen du monde,
chose, c'est un concept, à mon sens, qui apparaît extrêmement intéressant, surtout encore peut-être plus en 2019 et 2020. En fait, c'est là l'écosystème dans lequel le juge qui incorpore la norme internationale en droit interne doit évoluer. Finalement, au quatrième point, on achète le développement durable. En 2010, la revue de droit de l'Université de Sherbrooke publiait un numéro spécial sur les 20 ans du tribunal des droits de la personne. Stéphane Bernachis, professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, qui fut assesseur au tribunal de la personne, il notait qu'au-delà de la dimension fortement interprétative des droits et libertés, ce qui semble distinguer le jugement relatif aux droits de la personne, c'est le recours aux valeurs et aux conceptions de la justice d'arrière-plan qui justifient et fondent les décisions. Ajoutons au premier titre les valeurs du droit international, la force persuasive dont parlait Brian Wilson en 1913. En 2015, dans le livre 25 ans en matière d'égalité auquel je viens de faire référence, je posais la question de manière très provocatrice, comme titre de ma communication, cette question, deux points, le droit international, réalité, utopie. En fait, c'est parce que je voulais vraiment faire réagir, parce que j'y expliquais surtout combien nous avions essayé pendant toutes ces années de donner toute sa place au droit international. Combien nous avions essayé, j'ai bien dit, ça mérite d'être souligné, tant pour nous que pour le SND. En 2015 aussi, la Revue québécoise de droit international publiait un numéro hors série, Les mélanges en l'honneur de Jacques-Yvan Morin. Ces mélanges s'inscrivaient dans la foulée d'un colloque organisé à son honneur l'année précédente par les universités de Sherbrooke et de Montréal. Stéphane Bernatchez, Manon Petit, Daniel Turk et moi-même en avons pris les maîtres d'œuvre. Je voudrais ici terminer en rendant à nouveau hommage à Jacques-Yvan Morin. C'est Jacques-Yvan Morin qui, dès 1963, dans un texte remarquable, proposait une charte des droits de l'homme pour le Québec. Il situait son projet dans un contexte international, évoquait, et je cite, le mouvement irréversible dicté par l'intégration économique et politique accélérée qui s'accomplit sous nos yeux. Fin de la citation. Rappelons-nous, ce fut écrit en 1963. La Charte des droits de l'homme qu'il proposait, inspirée par les textes internationaux, sera reprise pour partie par la Charte québécoise adoptée en 1975. En 2015, Jacques-Yvan Morin reprendra dans une longue entrevue que j'ai eu le plaisir de mener avec lui, entrevue publiée dans les mélanges en son honneur auquel je viens de référer, reprendra, disais-je, combien et comment les textes internationaux doivent se transposer en droit interne, et je cite. Pourquoi nous dit-il ne pas inclure, Pierre Bosset, je pense que ça s'adresse particulièrement à toi, le passage qui va suivre, Pierre Bosset, qui a été le directeur de la recherche à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui maintenant est professeur à l'UQAM et qui a vraiment beaucoup écrit sur les droits économiques et sociaux et sur la pauvreté de la Charte à cet égard. Alors, je cite Jacques Morin. Pourquoi nous dit-il ne pas inclure les droits économiques, sociaux et culturels après s'être assuré que la rédaction en est fidèle au pacte ratifié par le Québec? Jacques-Yvan Morin insista alors aussi sur la constitutionnalisation de la Charte québécoise. La constitutionnalisation de la Charte, nous disait-il, signifie la protection de son intégrité à l'encontre de la volonté du législateur lui-même. Jacques-Yvan Morin, dès les années 60, a ouvert la voie, a tracé le sillon. L'interprétation des droits fondamentaux à la lumière des normes internationales constitue, au niveau juridique, une forme de développement durable. C'est une prise de conscience globalisante. C'est la nécessaire implication du droit international et du droit interne. C'est une longue marche à laquelle nous convie depuis maintenant plus de 50 ans et encore aujourd'hui, Jacques-Yvan Morin. Je vous remercie.
l'acoustique et tout ça. Donc, je vous invite à poser vos questions à Mme Lajoie. Et on invite aussi, avant tout ça, oui. M. Alberto Carnandini de nous dire quelques petites phrases sur l'ICOM, dont vous êtes le vice-président. Première petite phrase, que je suis honoré d'être ici avec vous à cette très émouvante fête pour ma chère amie Michel Rivet. Et sa prélusion démontre très bien parce que pourquoi pour l'ICOM, ces compétences sont tellement importantes. Vraiment, l'ICOM, c'est une organisation internationale qui a été fondée dans le 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, d'un petit groupe de directeurs des musées qui, en regardant le désastre, les ruines de la guerre mondiale, ont voulu créer une organisation des musées, des professionnels des musées, pour créer un monde meilleur, parce qu'ils étaient convaincus que les musées, la culture sont très importants pour une société meilleure. Maintenant, il était un petit groupe de directeurs éclairés. Maintenant, c'est une grande organisation de 42 000 personnes dans tout le monde, dans 138 pays. Mais je veux dire que les valeurs éthiques de notre père fondateur dans 1946, pendant la première réunion de l'UNESCO, sont les mêmes de nous. Aujourd'hui, tout a changé, mais les valeurs sont restées les mêmes. Et je veux dire que ICOM tente de soutenir le rôle des musées du patrimoine et de la culture dans le monde contemporain. Et nous cherchons de le faire avec la collaboration entre toutes les différentes organisations. Nous sommes un ONG, nous collaborons avec toutes les agences publiques et gouvernementales pour la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, pour sauver le patrimoine en danger. Et je finis en disant que nous sommes très contents, c'est un honneur pour nous d'avoir collaboré avec l'UNESCO pour la recommandation sur le rôle des musées qui a été adoptée à l'UNESCO en 2015. Et ça, c'est une autre chose qui démontre l'importance de Michel Rivet, parce que le droit international, c'est très important pour nous. C'est très important parce que toutes les personnes, tous les corps nationaux qui cherchent de promouvoir les musées trouvent dans le droit international une aide pour améliorer la situation. Et vous savez, j'ai fini, vous savez mieux que moi que les recommandations de l'UNESCO demandent que tous les États membres transforment les recommandations en loi nationale. Et ça, ton rôle a été et sera très important pour nous pour faire continuer ce procès important, très important, de transfèrement de le droit international dans le droit national. Merci pour tout ce que tu as fait. Compliments pour ta activité et compliments pour votre activité. Merci, M. Garandi. Qui voudrait poser la première question? Commentaire, remarque, observation, question. Madame le juge, j'aurais peut-être un élément d'information. Je pense qu'on va utiliser le micro finalement, l'acoustique est peut-être aussi. Parce qu'on n'a pas, quand vous êtes en arrière, on ne vous entend pas si bien en avant, donc pour que tout le monde puisse bénéficier de ce que vous dites. Et vous identifiez. André Sirois. J'ai un petit élément d'information que j'aimerais apporter. J'ai fait une bonne partie de ma carrière aux Nations Unies. Vous serez peut-être étonné, comme je l'ai dit, comme bien d'autres le sont, d'apprendre qu'aux Nations Unies, jusqu'en 2000, aucun employé
des Nations Unies ne pouvait se prévaloir de la Déclaration des droits de l'homme ou d'aucun autre instrument international des droits de l'homme. Aucun, jamais, en aucun cas. Et c'est seulement qu'en 2000, où une poignée de personnes avec l'autorité du syndicat a fini par convaincre Kofi Annan de changer ça. Mais pendant tout ce temps-là, il y avait entre 60 et 70 000 employés chargés de présenter la Déclaration des droits de l'homme, de défendre la Déclaration des droits de l'homme à travers le monde, qui ne pouvaient pas se prévaloir de ça. À titre d'information, je trouve aussi que le raisonnement que faisait le service juridique était assez simple, c'est que la Déclaration des droits de l'homme, c'était pour les États, les Nations Unies n'étaient pas un État, par conséquent, ça ne s'appliquait pas aux Nations Unies. Je vous assure, on m'a répété ça régulièrement pendant plusieurs années. Je tiens à dire aussi qu'on n'a jamais pu obtenir l'appui du gouvernement du Canada pour corriger ça. Les appuis sont venus, quand on en a eu, c'est venu de Cuba et d'Irak. Vous conviendrez que c'est un peu surprenant. Vous me permettez évidemment de ne pas commenter. Daniel, tu avais une question? D'abord, un grand merci, Michel, de continuer, hein, parce que vous pouvez lire Michel sur ces questions-là à cause des contributions nombreuses qu'elle a faites sur cette question, les articles dans la revue québécoise de nationale, mais aussi de ces actes de colloque qui étaient l'occasion de parler du travail du tribunal. Puis rendre hommage à notre grand Morin, comme tu l'as fait, c'est un beau geste, hein, parce que M. Morin était un rôle pionnier, hein, rédiger cet article sur le projet de doter le Québec d'une charte des droits et libertés en 1963. C'était quelque chose qui était assez extraordinaire à l'époque. Hein. C'était à l'époque où, d'ailleurs, les pactes étaient en cours de rédaction. Les deux pactes internationaux, vous vous rappelez, ils ont été adoptés en 1966. Et M. Morin, s'inspirant des travaux sur la déclaration et aussi sur les pactes, avait présenté cette idée de nous donner une charte. M. Morin, vous vous rappelez, en 1975, il était le chef de l'opposition. Et quand le ministre de la Justice, Jérôme Choquet, a fait adopter cette charte, M. Morin était le chef de l'opposition officielle et ils ont ensemble fait cette grande charte comme quasi constitutionnelle parce que M. Choquet avait refusé de la constitutionnaliser, avait refusé la proposition disant qu'elle ne puisse être modifiée qu'aux 2 tiers des membres de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'elle n'est que quasi constitutionnelle encore aujourd'hui. Mais je pense que mon commentaire et peut-être la question, Michel, c'est les tribunaux ont un rôle si important. Et ils ont un rôle important parce qu'ils ont atténué, c'est comme ça que j'appelle ça, l'atténuation judiciaire de cette règle de l'incorporation. Et en faisant cela, quand les tribunaux donnent un effet aux chartes, à la charte québécoise, à la charte canadienne, ils contribuent à ce que le Canada, le Québec, se déclarent liés dans ces instruments, respectent leurs obligations internationales, à défaut d'avoir incorporé les instruments internationaux. Alors, je crois que le tribunal a été un véritable laboratoire pour l'ensemble des droits de la personne, comme l'est encore la Cour suprême du Canada. Et ma question, c'est comment, aujourd'hui, aller plus loin? Comment les tribunaux, le tribunal des droits de la personne d'aujourd'hui, la Cour, notre Cour supérieure, la Cour d'appel, les tribunaux fédéraux, la Cour suprême, comment peuvent-ils aller plus loin dans cette contribution à faire en sorte qu'on respecte nos obligations internationales? Vous savez, quand le professeur Club pose une question, c'est parce qu'il n'y a sûrement pas de réponse. Des difficultés, me semble-t-il, mais écoutez, moi, je suis vraiment avec Alberto maintenant, depuis dans le monde des musées, alors qui évidemment inclut bien sûr la reconnaissance de la non-discrimination, comme vous
après-midi à l'UQAM, mais je connais moins la fine jurisprudence des droits et libertés de la Cour suprême du Canada. Actuellement, là, je ne pourrais pas vous citer une décision comme ça là, de 2019. Mais ceci étant, la difficulté, en fait, c'est quand on va voir l'interprétation que les tribunaux, que les instances internationales donnent de ces textes internationaux. Et je fais référence ici, je m'écarte un peu, Daniel, de ta question, parce qu'en fait, je ne sais pas comment y répondre, mais on a regardé, nous, beaucoup, on a regardé la Convention européenne des droits de l'homme, en fait, en termes de droits de père et bien sûr, on peut faire une grande explication. Mais ceci étant, on était parfois très heureux des décisions de la Cour européenne, mais parfois moins. Et quand on arrive au niveau international, si je peux me permettre, l'application des textes par les instances nationales, les autres instances nationales, ben on reste un peu sur notre faim. Donc, c'est difficile, c'est exactement la question qu'on s'est posée. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, ben, OK, là, une force persuasive, interprétation des textes, mais comment aller plus loin? Comment faire vivre davantage le droit international sans finalement, comment dirais-je, s'écarter de notre droit interne? C'est à vous, madame, monsieur les professeurs, de nous dire comment faire. Et effectivement, quand on se posait ces questions-là, souvent, on faisait référence à vos textes, on faisait référence à quand vous venez nous rencontrer, parce que nous les juges, le droit international, au début, était assez exogène. Hein? On n'était pas... donc, je ne sais pas. Et je pense que cette question-là peut susciter d'excellentes réflexions au niveau doctoral, me semble-t-il. C'est vers là qu'on doit aller. C'est à vous, finalement. Et d'ailleurs, je voulais faire un commentaire, mais je l'ai pas écrit, donc je ne l'ai pas dit. Parce que je n'ai fait que lire ce que j'avais écrit. Ce qui nous a un peu déçus au tribunal, peut-être est-ce différent maintenant, mais ce qui nous a un peu déçus à l'époque, c'était de voir comment les avocats qui plaidaient devant nous ne jouaient pas avec la norme internationale. Tout au plus mentionnait-il la Déclaration universelle. Peut-être bien quelques textes, mais aller plus loin et faire vibrer et mettre les textes internationaux en 3 dimensions, en 3D, comme diraient les jeunes, devant nous. On est souvent, je pense, comme moi, comme président, quand je siégeais, je suis souvent restée sur ma faim. Et je pense que les professeurs, vous avez un rôle important à jouer, parce que nous, ce qu'on a fait finalement, on s'est permis d'invoquer la norme internationale, même si elle n'était pas plaidée. Mais si tant est qu'on ait dû arriver à une décision différente à cause du droit international lui-même, je pense qu'en tant que division qui entendait une affaire, nous aurions été gênés de nous appuyer sur le droit international si on avait eu à rendre une décision différente, je dis bien, s'il n'avait pas été du tout plaidé. Et on s'était déjà posé la question, peut-être aurait-il fallu reconvoquer les parties, mais ça ne s'est pas produit. Mais ceci étant, vous êtes pour la grande partie tous assez jeunes, donc au début d'une carrière, le droit international, c'est aux avocats. Vous êtes les premiers, c'est à vous à obliger les tribunaux à s'en occuper, en quelque sorte, je peux m'exprimer ainsi. Autrement, le juge, d'abord, souvent, le juge, on a fait le dossier, on est occupé, on est pressé, on a le temps, il faut faire des fouilles, les feux. Mais si les avocats nous imposent la nécessité de regarder le droit international, ben nous, au tribunal, à tous les niveaux, on n'aura pas le choix de regarder. Donc, dans le fond, en fait, Daniel, je te renvoie la balle. On essaie de former des étudiants qui vont plaider le droit international. Je suis entièrement d'accord. Comme professeur de droit international, c'est aussi un peu la mission que je me suis donnée. Je pense que tous les collègues dans la salle qui enseignent le droit international public le constatent. La pratique du droit, quand on regarde au niveau, on est dans 27 000 avocats au Québec, je
Il y a peut-être 1%, peut-être des avocats qui pratiquent en droit international. Mais ce que je disais à mes étudiants régulièrement, c'est que 100% des avocats peuvent mobiliser les normes internationales dans le cadre d'un dossier qui fait du droit du travail, du droit pénal, du droit administratif, du droit privé. Il y a toujours un pendant international aux normes qui ont été développées en droit interne. Et je pense que ça, effectivement, c'est une des façons, Daniel, puis Mme Nouvelle a très bien illustré, c'est que ça fait partie aussi. Oui, effectivement, les membres de la magistrature ont une part de responsabilité au niveau de la réception de ces arguments-là, mais encore faut-il qu'ils soient plaidés par les avocats. Donc, ma présidente me fait signe comme quoi on approche de la fin de la période de questions, à moins qu'il y ait peut-être pas une dernière observation ou remarque, puis après ça, j'inviterai tout le monde à aller dans d'autres salles pour la deuxième partie de la soirée, donc le cocktail qui est organisé en hommage à la juge. Dernier commentaire, remarque? Tout le monde a hâte à cocktail, c'est charmant-là. Écoutez, Mme Nouvelle, merci infiniment pour cette énième conférence Maxime Migaud, édition 2019 de cette conférence annuelle qu'on organise. Depuis un bon moment maintenant à la Société québécoise de droit international. Donc, au nom de tous les membres du conseil d'administration, au nom des membres de l'exécutif, un immense merci et je vous dis à tous